Imaginez une réunion de famille où l'on vous oblige à applaudir un oncle qui vous a volé votre voiture, taxé votre vin et piqué votre copine en Erasmus. Bienvenue au sommet transatlantique version 2025. Les États-Unis, réélus en mode Trump reloaded. L'Union européenne, plus divisée qu'un cheesecake coupé à la scie sauteuse. Et au milieu, une crise tarifaire, aussi explosive qu'un barbecue sur un champ de mine. Ce qui devait être une alliance face à la Chine est devenu un duel en slow-motion entre deux vieux amis devenus rivaux, qui prétendent encore jouer dans la même équipe, mais qui se plantent des douanes dans le dos à chaque échange. Pourquoi les voitures électriques européennes se retrouvent-elles surtaxées aux frontières américaines? Pourquoi Bruxelles menace-t-elle de répliquer comme un ado vexé sur TikTok? Et surtout, pourquoi le Canada, qui n'a rien demandé, risque-t-il de se prendre une volée de sanctions en plein visage? Asseyez-vous confortablement. Éteignez vos Tesla. Et préparez-vous à comprendre pourquoi, en 2025, les alliances coûtent plus cher qu'un plein d'essence à Montréal. Et si cette vidéo ne vous fait pas rire, réfléchir, ou crier mais c'est pas possible, on vous rembourse en bon d'achat Made in Ohio. Imaginez un vieux couple qui se dispute dans un supermarché. L'un accuse l'autre d'avoir mis des cornichons hors budget dans le panier. L'autre répond qu'au moins, lui, il ne fout pas tous les œufs dans le même sac, comme avec la Chine. Voilà, en résumé, l'ambiance actuelle entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais version G7, cravate et tweet rageur. Car depuis quelques semaines, une querelle tarifaire est en train de gronder. Pas un orage d'été. Plutôt un vieux tonnerre, bien gras, qui sent la guerre commerciale à l'ancienne, avec en fond sonore une playlist de menaces diplomatiques et de ce n'est pas vous, c'est nous. À l'origine de la crise, les voitures électriques. Ou plus précisément, les subventions américaines aux voitures électriques américaines, pour les Américains, sur le sol américain. Une petite clause dans l'Inflation Réduction Act, signée fièrement par Joe Biden mais toujours en vigueur sous Donald Trump 2.0, qui a le chic pour transformer un accord économique en machine à exclure tout ce qui ne roule pas en pick-up Ford. Résultat, les constructeurs européens, notamment allemands, hurlent au protectionnisme. Les batteries asiatiques sont aussi mises sur la touche. Et les Canadiens, coincés entre deux douanes, à compter les subventions comme des points Air Miles. Mais le vrai déclic, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le dernier coup de Trump. Fraîchement réélu, il a décidé d'augmenter les droits de douane sur plusieurs produits importés d'Europe, dont surprise certains composants clés pour les véhicules électriques. Officiellement, pour protéger l'industrie américaine. Officieusement, pour prouver à sa base électorale qu'il peut encore faire plier l'Europe comme un vieux dépliant de l'OTAN. Et l'Union européenne dans tout ça? Elle menace de riposter. Des taxes sur les jeans Levi's? Des surtaxes sur les pickles? On parle même d'une guerre tarifaire version 2025, avec sanctions croisées, règlement de compte devant l'OMC, et visioconférence houleuse entre commissaires européens et ambassadeurs américains qui s'engueulent à coups de PowerPoint. Mais attention, on n'est plus en 2018. Ce n'est plus la même équipe à Bruxelles, ni à Ottawa. Et surtout, la donne a changé. La Chine est entrée dans le jeu avec des véhicules électriques si bon marché qu'on a l'impression qu'ils viennent avec un code promo. Alors forcément, au milieu de ce triangle amoureux bancal USA, IE, Chine, tout le monde se regarde en chien de faïence. L'Amérique veut protéger son marché, l'Europe veut éviter de se faire marcher dessus. Et la Chine? Elle construit tranquillement des usines en Hongrie pendant que les deux autres s'écharpent sur le prix du kilowatt. Ce qu'on vit là, ce n'est pas juste une petite friction entre alliés. C'est peut-être le début d'un nouveau désalignement transatlantique. Parce que derrière chaque taxe, chaque exception, chaque bail américain crié un peu trop fort, il y a une rupture plus profonde. Les intérêts économiques des États-Unis et de l'Europe ne sont plus alignés comme avant. Mais alors, que va-t-il se passer si personne ne recule? Qui cédera le premier? L'Union européenne, avec ses 27 opinions et un quart de commission? Ou Donald Trump, qui adore les bras de fer mais déteste perdre les votes du Midwest? Et surtout, que fait le Canada dans cette foire d'empoigne tarifaire? Spoiler, il prépare ses nerfs, ses contre-mesures, et quelques litres de sirop à envoyer comme cadeau de paix. Ah, les belles promesses transatlantiques, main dans la main, valeurs communes, commerce équitable, planète à sauver ensemble. En surface, l'Union européenne et les États-Unis se parlent comme des amoureux en voyage scolaire. Mais sous la table, ses pieds dans le tibia, coude de coude dans les côtes, et chacun essaie de glisser une lame de tarif douanier entre deux clauses de libre-échange. Parce qu'autant être clair, ce qui se joue ici n'est pas une simple crise commerciale. C'est un concours de mauvaise foi olympique, entre deux blocs qui se disent alliés, mais qui se surveillent comme des voisins qui prétendent partager leur pelouse tout en appelant la fourrière dès que l'autre a mal garé sa tondeuse. Officiellement,
Tout le monde fait semblant de dialoguer. La Maison-Blanche parle de désaccords temporaires entre partenaires stratégiques. À Bruxelles, on répond divergence d'interprétation des normes concurrentielles. En langage courant, on ne se supporte plus, mais on continue à se faire des dîners pour sauver la face. Et pourquoi ça bloque vraiment? Parce que derrière le vernis diplomatique, chacun défend son industrie nationale avec des dents. Les Américains accusent les Européens d'envahir leur marché avec des technologies subventionnées et injustement compétitives. L'Europe, elle, voit d'un très mauvais œil les plans de Trump pour relocaliser toute la chaîne automobile sur le sol américain, quitte à transformer le Midwest en usine à batterie radioactive. Mais ne vous y trompez pas, personne n'est totalement innocent dans cette affaire. Oui, l'Europe pleure les surtaxes américaines, mais de son côté, elle prépare tranquillement sa propre riposte contre les véhicules électriques chinois, avec des mesures anti-dumping aussi discrètes qu'un char d'assaut dans une rue piétonne. Et pendant que ça s'agite dans les couloirs de l'OMC, devinez qui jubile? Exactement. La Chine, peinarde, en train de signer des accords avec l'Amérique latine, l'Afrique et même quelques pays européens un peu trop endettés pour faire la fine bouche. Un peu comme si elle regardait un match de catch entre l'IE et les USA, tout en vendant des sièges VIP aux spectateurs. En fait, on pourrait résumer la situation comme une grande réunion de famille où chacun accuse l'autre d'être égoïste, tout en essayant discrètement de piquer les cadeaux sous le sapin. Et c'est là que le discours officiel se fissure. Les États-Unis n'ont jamais digéré que l'Europe puisse être un concurrent industriel crédible. Et l'Europe, de son côté, rêve d'indépendance stratégique, mais achète toujours ses logiciels, ses armes et sa diplomatie en dollars américains. Alors oui, les experts appellent au dialogue. Ils évoquent la nécessité de coordination, de front commun face à la Chine, de multilatéralisme. Sauf que dans les faits, tout le monde joue solo. Et chacun accuse l'autre de saboter l'harmonie, tout en creusant sa propre tranchée tarifaire. Et vous savez quoi? C'est là que nous, spectateurs un peu perdus dans cette partie d'échecs diplomatiques, on se dit, mais où est le bouton pause? Qui peut calmer ce cirque? Un médiateur? Une pétition? Un chaman? Non. Le seul espoir, c'est vous. Oui, vous, chers internautes éclairés. Vous qui comprenez que cette crise n'est pas seulement économique, mais profondément symbolique. Alors pour éviter que cette guerre commerciale ne se transforme en sitcom géopolitique à durée illimitée, faites votre part, likez cette vidéo. Chaque pouce levé déclenche l'envie, chez un négociateur commercial, de relire ses propres notes avant d'accuser l'autre d'hypocrisie. Et si vous voulez vraiment faire bouger les lignes, abonnez-vous. On a des infos sur les coulisses plus tordues que le tunnel du Brexit. C'est là que tout devient délicieux. Parce qu'à force de faire la morale à la Chine, de parler de démocratie économique et de commerce équitable, les États-Unis et l'Union européenne sont en train de tomber, dans exactement les mêmes travers qu'ils dénoncent. Prenez un instant. Imaginez un prof d'économie qui confisque la copie de son élève en criant plagiat, avant de recopier discrètement les réponses pour les mettre dans son propre devoir. Voilà, c'est l'ambiance. Depuis des années, l'Occident sermonne Pékin pour ses politiques industrielles agressives, ses aides d'État déguisées, ses stratégies de surproduction, ses exportations à prix cassés. Mais que font Washington et Bruxelles aujourd'hui? Exactement la même chose. Même rhétorique. Même réflexe protectionniste. Même volonté de verrouiller les marchés. La seule différence? Le logo sur la voiture électrique. Car soyons honnêtes, quand Joe Biden, puis Donald Trump, balancent des milliards pour relancer la production locale, ils ne font pas que stimuler l'emploi. Ils jouent à la version occidentale du capitalisme dirigé. Avec un petit vernis patriotique en plus, pour faire passer la pilule « Buy American ». C'est plus vendeur que usine d'État. Et l'Europe? Pareil. Elle parle d'écologie, de souveraineté technologique, d'indépendance stratégique. Mais en coulisses, elle copie-collerait bien les méthodes chinoises si elle en avait les moyens. Le Green Deal, à certains égards, c'est un peu la route de la soie, mais avec des rapports PDF et des subventions en euros. Et là, accrochez-vous, pendant que ces deux blocs s'épient, se défient et se tirent dans les pattes, la Chine continue tranquillement à avancer ses pions. En Hongrie, en Serbie, en Afrique du Nord. Avec des accords de coopération qui ressemblent de plus en plus à des prises de judo géopolitique. Elle observe l'Occident s'auto-saboter, en silence, en souriant, en fabriquant des chargeurs pour les deux camps. L'ironie parfaite, c'est que cette guerre commerciale, censée freiner la Chine, est en train de l'avantager. Car pendant que les Européens et les Américains se ferment mutuellement leurs marchés, devinez où vont les produits chinois? Partout ailleurs. En Amérique latine. En Afrique. En Asie du Sud-Est. Là où l'Occident ne regarde plus. Et le plus beau,
c'est que les grands discours sur la coopération transatlantique se poursuivent. Comme si rien ne clochait. Comme si un bon dîner à Bruxelles allait effacer 3 ans de mépris tarifaire. Comme si une poignée de main pouvait souder 2 économies qui, en réalité, n'ont plus du tout la même vision du monde. C'est un peu comme si 2 coéquipiers d'un même match de tennis se mettaient à se balancer des balles dans le dos, tout en hurlant unité, à chaque revers. Mais la palme du paradoxe revient peut-être à Donald Trump lui-même. Car lui, le chantre du America First, est en train de relancer sans le dire une forme de keynésianisme industriel. À coup de subventions publiques, de protectionnisme assumé, et d'une rhétorique anti-mondialisation qui ferait rougir un vieux syndicaliste français. En résumé, plus Trump s'acharne à combattre le modèle chinois, plus il s'en rapproche. Et plus l'Europe tente de défendre ses valeurs libérales, plus elle renforce ses réflexes nationalistes. Bienvenue dans le monde à l'envers. Où ceux qui prétendent défendre l'ouverture sont les premiers à fermer les portes. Et où ceux qui prêchent la libre concurrence redécouvrent les joies du favoritisme économique. Et dans ce théâtre d'ombre, une question commence à émerger. À force de jouer aux pompiers pyromanes, est-ce qu'on ne va pas finir par brûler la maison commune du commerce mondial? À ce stade, vous vous dites peut-être, bon, une crise tarifaire de plus, un bras de fer entre vieux partenaires, rien de nouveau sous le soleil néolibéral. Et pourtant, ce qui se joue là dépasse de très loin le simple prix d'une batterie ou les déboires douaniers de Volkswagen. Parce que cette crise, derrière ses allures de dispute commerciale, cache une mutation bien plus profonde. La fin d'un certain monde. Celui où l'Occident se croyait maître du jeu économique mondial, garant des règles, arbitre des échanges, et client principal du reste de la planète. Ce monde-là, eh bien, il est en train de s'effondrer à petits pas. D'abord, parce que le modèle de la mondialisation heureuse, celui des années 90 à 2000, a implosé. Les chaînes d'approvisionnement juste à accent gravetant, la division internationale du travail, la confiance dans les règles de l'OMC, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, tout le monde veut rapatrier, sécuriser, contrôler. L'économie ressemble de plus en plus à un bunker. Et ce repli, il ne touche pas que les Américains. L'Union européenne parle désormais de dérisquer sa relation avec la Chine. Traduction, faire comme les États-Unis, mais sans le dire trop fort, pour ne pas effrayer les marchés. On veut toujours acheter chinois, mais on aimerait bien ne plus en dépendre. C'est un peu comme vouloir un régime sans sucre, tout en buvant 3 Pepsi Light par jour. Ensuite, parce que la fameuse transition verte sert désormais de prétexte à une nouvelle guerre industrielle. On ne parle plus d'écologie. On parle d'indépendance énergétique, d'autonomie stratégique, de leadership technologique. Tous ces mots qui sonnent bien sur un podium, mais qui masquent une course à la subvention, où le gagnant n'est pas le plus vert, mais le plus rapide à signer des chèques. Et enfin, parce que derrière la bataille des tarifs, il y a un enjeu existentiel. Qui dictera les standards du XXIe siècle? Qui décidera des normes sur les batteries, les logiciels, l'intelligence artificielle, les satellites, les matériaux rares? Est-ce que ce seront encore les États-Unis et l'Europe, ou bien la Chine, avec ses hubs techno-étatiques et ses routes commerciales au nom poétique? Autrement dit, cette crise tarifaire n'est pas un simple accrochage. C'est un symptôme. Le symptôme d'un monde qui bascule d'un ordre multilatéral vers une logique de bloc. Un monde où la coopération devient l'exception, et la méfiance, la règle. Et là, le Canada, vous l'aurez remarqué, n'est pas seulement un figurant discret. Il est en ligne de mire. Parce que coincé entre la machine protectionniste américaine et les sirènes industrielles européennes, Ottawa va devoir choisir. Soit suivre Washington dans sa guerre tarifaire tous azimuts. Alors, que reste-t-il quand des alliés stratégiques se comportent comme des ex-toxiques avec une carte de crédit partagée? Une Europe qui rêve de souveraineté mais subventionne à l'aveugle. Une Amérique qui dénonce la Chine tout en l'imitant. Un Canada qui regarde le tout en se demandant s'il doit miser sur l'OTAN, l'OMC, ou un bon vieux barbecue de diplomatie bilatérale. Et pendant que les blocs s'organisent, que les normes se militarisent et que les batteries deviennent des armes économiques, une chose est sûre, le monde d'avant ne reviendra pas. Trop lent, trop naïf, trop ouvert. Bienvenue dans le monde d'après. Un monde où les traités de libre-échange sont relus comme des contrats de divorce, où les voitures électriques déclenchent des guerres froides, et où le commerce mondial n'est plus un jeu d'échecs, mais un tournoi de poker truqué, où tout le monde triche, bluffe, puis l'appelle à l'unité. Alors dites-moi, qui bluffe le mieux, selon vous? L'Europe et son discours de façade? Trump et ses taxes patriotes déguisées? Ou la Chine, tranquille, qui construit l'avenir pendant que les autres s'accusent? Laissez votre verdict en commentaire. Et surtout,
Partagez cette vidéo avant qu'elle ne devienne un contenu non conforme aux règles d'exportation numérique transatlantique.